toutes et à tous. Le secteur de l'électronique concerne la fabrication des ordinateurs, bien sûr, mais aussi des téléphones mobiles, des puces électroniques, des cartes, des tickets magnétiques, etc. Contrairement à la plupart des autres secteurs industriels, il n'est pas énormément consommateur d'énergie, mais son maillon faible se situe au niveau de la disponibilité des matières premières qui entrent dans la fabrication des différents composants des appareils informatiques, dont notamment le terbium. Le terbium, substance phosphorescente, utilisée pour les tubes cathodiques d'écran, dont l'épuisement a déjà eu lieu aux alentours de 2012. Après cette date, d'ailleurs, les écrans à tubes cathodiques furent remplacés par des écrans à cristaux liquides, les fameux LCD, dont la technologie dépend d'une terre rare, l'indium, mais dont les réserves seront épuisées en 2030. Vient ensuite le hafnium, qui est indispensable pour les microprocesseurs. Hafnium, dont les gisements exploitables à un coût admissible ont commencé déjà à s'épuiser depuis 2018. L'argent ensuite, nécessaire pour les brasures, les soudures et autres alliages. Argent dont l'épuisement interviendra aux alentours de 2030. L'antimoine, également, composant des accumulateurs, semi-conducteurs, processeurs. Isolant, capable de diminuer la propagation des flammes dans les matières plastiques. Antimoine qui sera épuisé dès 2025. Le palladium, principalement utilisé pour la production des condensateurs multicouches qui entrent dans la fabrication des composants électroniques, des connecteurs des puces. Le palladium épuisé dès aujourd'hui, dès 2023. L'or utilisé dans l'électronique au niveau des contacts pour ses propriétés de conductivité, d'inaltérabilité, d'inoxydabilité et de sa finesse, est l'or dont les gisements exploitables à un coût admissible seront bientôt épuisés aux alentours de 2025. Le zinc, utilisé dans la fabrication des batteries, circuits imprimés, écrans et mémoire, écran CRT et mémoire RAM, épuisé en 2025. Le plomb, utilisé dans le fonctionnement des batteries, circuits imprimés et écrans également, épuisé en 2030. Le tantal, utilisé sous forme de poudre métallique pour les composants électroniques, principalement les condensateurs, épuisé en 2038. Le cuivre, utilisé pour les câbles, les bobinages, les puces et circuits imprimés, qui sera épuisé en 2039. Le nickel, utilisé dans les batteries, qui sera épuisé, le nickel, en 2048. Le fer, utilisé dans les aimants des disques durs, des écrans LCD, dans les structures des unités centrales, épuisé en 2087, le fer. Et enfin le pétrole. Le pétrole indispensable à la fabrication des innombrables matières plastiques pour les claviers, les écrans, les souris et autres. Le pétrole épuisé en 2050. Aujourd'hui, certains espoirs sont fondés sur le recyclage des objets électroniques, dont au premier chef les ordinateurs. Mais ces espoirs, ils sont principalement alimentés par une propagande étatique plus soucieuse de favoriser la filière des industriels du recyclage que d'obtenir de réels résultats, notamment en matière de rentabilité nette des opérations. Parce qu'en réalité, les applications de recyclage portent surtout sur la décontamination des composants électroniques toxiques et polluants, des appareils informatiques usagés afin de satisfaire l'exigence des groupes de pression environnementalistes.
Et sur le plan technique, il s'avère très difficile de récupérer les minerais qui sont contenus dans un ordinateur pour la raison essentielle et bien compréhensible qu'ils n'y sont présents qu'en infime quantité. Nous avons déjà parlé de la problématique du recyclage, des alliages et composants modernes. Le travail qui est nécessaire pour les récupérer, les fondre, etc., n'est alors du coup tout simplement pas rentable eu égard au volume récupéré. De plus, ces minerais sont la plupart du temps mélangés à d'autres par fusion, les fameux alliages, ce qui rend l'opération encore plus complexe, voire impossible. Nous en avons déjà parlé dans la chronique numéro 5, la raréfaction de la matière utilisable. Eh bien, c'est pour toutes ces raisons que l'horizon 2070 marquera le début de la fin des ordinateurs et de tous les autres produits de l'électronique. La décroissance très rapide de ce secteur industriel sera sans aucun doute celle qui aura les conséquences les plus spectaculaires sur le comportement de l'homo industrialis, parce que si la croissance des autres secteurs a seulement contribué à faciliter sa vie quotidienne, l'électronique, elle a entrepris de modifier en profondeur la nature profonde de l'homme, en l'éloignant progressivement de ses fondamentaux et en tentant de le rapprocher d'un état dit d'homme augmenté. L'homme augmenté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, grâce au smartphone, la mémoire ne semble plus nécessaire car toutes les informations y sont stockées et immédiatement accessibles. Homme augmenté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, grâce au GPS, le sens de l'orientation ne semble plus nécessaire puisqu'une voie robotisée guide le voyageur vers sa destination finale, les yeux fermés. Homme augmenté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, grâce au robot conversationnel ChatGPT, la réflexion ne semble même plus nécessaire puisque ce produit de l'intelligence artificielle, l'IA, est capable de tenir une conversation, de répondre à la moindre des interrogations du philosophe et peut-être même parfois faire son travail à sa place. Homme augmenté, etc., etc. Eh bien, tous ces artifices deviendront naturellement inopérants avec la fin de l'électronique. Mais l'électronique, ce n'est pas que l'informatique. L'électronique, c'est également la radio, la télévision, le téléphone, l'Internet et d'une façon générale, toutes les applications de transmission de données. À l'origine du développement de ces techniques, il y a la transmission de données par ondes électromagnétiques, avec les travaux de l'allemand Heinrich Rudolf Hertz, qui, le 15 mars 1888, fit jaillir un arc électrique entre deux sphères de laiton d'une antenne dipôle, révélant ainsi les oscillations d'un rayonnement électromagnétique induit à distance qu'on a appelé les ondes hertziennes. Avant la découverte du tube électronique, cette technique resta confinée à des applications civiles dont, par exemple, les émetteurs de secours maritimes, qui ont d'ailleurs perduré de cette façon jusqu'en 1980 environ. La mise au point du tube électronique, composant actif permettant l'amplification du signal, permit ensuite l'essor de la radio et de la télévision. Cet essor était néanmoins conditionné par l'installation d'émetteurs de forte puissance, constitués de champs d'antennes verticales érigés sur un sol naturellement conducteur ou rendus artificiellement comme tels par un réseau de câbles enterrés. Ces installations pouvaient confiner même au gigantisme, avec des pylônes d'antennes de plusieurs centaines de mètres alimentés par des lignes électriques à haute tension dédiées. Le refroidissement des étages de puissance s'effectuant par air forcé, par conduction et échangeur à liquide comme dans un moteur thermique, ou par ébullition comme dans les vapotrons des réacteurs nucléaires.
des installations similaires de plus faible envergure, mais tout aussi gourmandes en énergie électrique, dénominées antennes relais, furent dédiées alors à la téléphonie mobile. À la différence de la radio et de la télévision, qui véhiculent les sons et les images avec des ondes, le téléphone et l'Internet les transportent avec des fils de cuivre. C'est ainsi qu'un réseau dense de câbles téléphoniques commença à s'étendre à travers le monde à partir du milieu du XXe siècle. Accrochés à des pylônes, enterrés ou posés au fond des océans, ils ont permis de mondialiser les échanges téléphoniques ainsi que, un peu plus tard, le transfert de données Internet. En 2020, on dénombrait plus de 450 câbles sous-marins à travers le monde, installés et entretenus par des bateaux câbliers pour le compte des grands opérateurs multimédia. Et plus la technologie progresse en ce début du XXIe siècle, plus le domaine de la radio-télévision et celui de la téléphonie Internet tendent à se rapprocher, voire à se confondre, au point d'ailleurs d'avoir été regroupés au sein d'un concept unique de NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Quoi qu'il en soit, la raréfaction des métaux utilisés pour l'infrastructure de ces installations, fer pour les pylônes, cuivre pour les câbles, silicium pour les fibres optiques, etc., ainsi que la fin de l'électricité centralisée nécessaire à leur fonctionnement, eh bien tout ça, ce sera à l'origine du déclin irrémédiable de ces modes de transmission pour les sons, les images et les données. Et en 2090, la télévision n'existera plus. L'usage de la radio sera réservé à quelques amateurs ayant jalousement conservé et entretenu un appareillage artisanal. Et quant au téléphone, seules certaines collectivités régionales se seront organisées pour conserver un réseau sommaire de fils de cuivre et une petite production électrique centralisée afin de maintenir un service minimum de téléphonie, mais en 2100, il n'en restera plus guère. Le cas de l'Internet sera plus particulier parce que la transmission de données en temps réel constituera un outil très important pour la communication entre les différentes assemblées citoyennes locales, Agora, les Agora, socle du nouveau pouvoir citoyen qui se généralisera de par le monde sur le modèle de la Constitution française de 2050. Nous verrons tout cela en détail dans les 2 dernières chroniques consacrées à l'instauration du pouvoir citoyen à partir de 2050. Cet Internet permettra notamment la participation en visio et le vote électronique pour les citoyens dans les séances des assemblées citoyennes locales. Face au déclin général de l'industrie informatique, presque tous les pays s'efforceront de conserver un réseau Internet limité au seul bon fonctionnement du dispositif de démocratie directe et de pouvoir citoyen. Les participations en visio devront finalement être supprimées, mais les assemblées citoyennes continueront d'être reliées entre elles par un réseau dédié, un petit peu à l'image de ce que fut l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Ce réseau sera dénommé le Démocranet et il sera installé sous une forme spécifique et cloisonnée dans chaque pays. Tous les réseaux Démocranet indépendants fonctionneront encore probablement aux alentours de 2100 parce qu'ils auront été déclarés partout d'intérêt général par l'ensemble des nations et qu'ils bénéficieront d'une priorité absolue pour leur maintenance en énergie et en métaux. Mais ils seront naturellement condamnés à une échéance plus ou moins proche selon les pays. L'enjeu deviendra alors de prévoir la mise en place de systèmes alternatifs de liaison, de systèmes efficaces de liaison entre les multiples assemblées citoyennes locales, dans la perspective de l'arrêt complet des démocraties et
en s'inspirant des dispositifs qui avaient été utilisés par le passé, notamment ceux des sections de la Révolution française et des assemblées communales de l'époque médiévale. Alors, voilà pour le pronostic numéro 13, le déclin de l'électronique, et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, qui est le 14e pronostic, la désindustrialisation de la culture. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.